Salutations, tête de naze, ou plutôt yo les bros, bienvenue sur Spatule Bro, je suis le chef et on se retrouve aujourd'hui pour la review One Piece. Oda a pris une pause en même temps que moi, on est connectés entre génies, on se comprend. Bien sûr, je rigole, prenez pas ça premier degré, je plaisante. Je suis un plus grand génie qu'Oda, c'est évident. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour le nouveau chapitre de One Piece avec un peu de retard parce que l'actualité était chargée, comme j'étais en retour de vacances, je ne pouvais pas tout faire. Donc on va parler du chapitre 1154 de One Piece qui a un peu lâché une bombe, j'ai envie de te dire, mais on va en reparler. Avant, un petit instant passion des familles, on se retrouve juste après. Oui. C'est l'histoire de deux jeunes dealers, J et K, qui, suite à un accident, se retrouvent transportés dans un nouveau monde d'heroic fantasy. Un monde plein de merveilles, mais dans lequel le cannabis n'existe pas. Alors nos deux amis ont une idée, vendre de l'herbe à toutes les créatures magiques et bizarres de ce nouveau monde. Dans leur quête, ils se feront de nouveaux amis, mais aussi des ennemis. Ils seront pris dans des événements qui les dépassent. Et grâce à leurs herbes flammes, ils deviendront des héros. Aujourd'hui, alors qu'ils pensaient pouvoir vivre une vie paisible, un mal ancestral s'est éveillé et vient réclamer vengeance. Mais ce n'est pas tout. L'herbe flamme est désormais interdite dans tout le royaume. Comment vont-ils s'en sortir? La réponse dans Izekaira, tome 2, jusqu'au dernier gramme, en précommande sur Ulule. Izekaira, tome 1, également disponible. Et oui, la campagne de précommande du volume 2 d'Izekaira commence enfin au menu à un prix moins élevé que le premier. Une version collector de toute beauté, des nouvelles contreparties, hoodies, badges, stands acryliques, cartes à collectionner, il y en a 10 cette fois-ci. Et si t'as raté le volume 1, c'est pas grave, vu qu'on le ressort en nouvelle édition, retravaillé, texte retravaillé, mise en page retravaillée, illustration retravaillée, avec l'ajout de pages couleurs, un meilleur papier, une meilleure couve. Tout ça imprimé en Bretagne. Izekaira jusqu'au dernier gramme, c'est maintenant la suite du light novel et de l'isekai le plus barré de tous les temps. Lien en description, que la passion vous guide. Ouais. Hop, nous revoilà pour ce chapitre 1154. Alors, bon, je vais encore me faire insulter, me faire traiter d'aigri. Le chapitre est sympa, mais il y a 2-3 soucis pour moi quand même. C'est dans la manière dont c'est raconté, comment est mis en scène ce flashback. Je trouve qu'on passe à côté de certaines émotions qu'on serait en droit d'attendre, d'avoir, français cette phrase à peu près, à la lecture de ce genre de flashback. Je veux dire, il y a une espèce de tradition dans One Piece, c'est que les flashbacks sont souvent un peu tragiques, plein d'émotions marquants. Et au chapitre précédent, avec la naissance de Loki et cette double page qui va rester longtemps, je pense, avec le bébé Loki en pleurs, plein de sang, qui grimpe à main nue Yggdrasil, alors que, non, Yggdrasil, c'est pas le nom de l'arbre, mais j'appelle Yggdrasil parce que je suis en train de jouer à Tale of Symphonia ce week-end. C'est bon, je raconte ma vie. Le gros arbre, là, l'arbre monde, ou je sais pas quoi, là, même pas, c'est même pas comme ça qu'il s'appelle, j'ai bugué ma race. Bon, il est en train de remonter l'arbre de l'île des géants, alors que le gars, il a 5 minutes. Donc, très marquant, très fort en émotion, très tragique. On s'attend à ce qu'on garde ce ton-là tout le long. Et je trouve que ça essaye dans ce chapitre, mais de par la mise en scène, de par toutes les choses que ça veut raconter dans ce seul chapitre, je trouve qu'on passe un peu à côté. Genre, on nous explique que oui, Loki, il y a une grosse vague de calamités qui s'abat sur Elbaf. Il y a le froid, la famine, les récoltes qui partent en couille, les gens n'arrivent plus à pêcher, ils sont dans la merde. Et les gens, par superstition, vu que le roi a eu un enfant et que la reine dit qu'il est maudit, disent hey, ça se trouve, ça cause vraiment du nouveau prince Loki qui est réellement maudit. Ce qui rajoute un peu au fait qu'il soit non seulement rejeté par sa propre mère, mais aussi rejeté par les autres géants. Ça, c'est intéressant.
Donc, on nous montre tout ça, à quel point Loki a une vie de merde, mais on passe, je trouve, trop vite dessus. On passe même assez vite sur le fait que l'incident avec Lenlin, là, qui a pété un village de géants, on l'évoque, mais on perd pas des masses de temps dessus. Ça fait un peu récapitulatif pour raccrocher les wagons, ce qui est, dans l'absolu, peut être nécessaire et pertinent de faire, mais je trouve que le lore, entre guillemets, prend le pas sur l'histoire. Alors là, les gens qui sont pas concentrés vont dire mais c'est paradoxal ce que tu dis, chef, mais fais un effort. Voilà, essaye de comprendre ce que je veux dire. Et du coup, bah, même si concrètement ce qui se passe pour Loki, c'est vraiment injuste et tragique, et ben on passe tellement vite dessus qu'on n'apprend pas le temps de le plaindre en fait. Ça passe trop vite. Et pourtant on nous a annoncé le truc en fanfare, j'ai envie de te dire, avec la scène du bébé qui grimpe le truc, tu dis oh la dinguerie, tu vois, et au final c'est juste limite c'est en arrière-plan. C'est-à-dire qu'on te raconte l'histoire des géants, surtout de Harald, et comment il a noué des liens avec les royaumes alentours humains, et en quoi ça a permis de sauver Elbaf finalement, parce que c'est grâce aux royaumes humains qui ont filé des denrées que Elbaf a survécu à cette vague de famine. Et entre-temps, tu vois juste le petit Loki qui est là, il lui arrive des merdes. Et je trouve qu'on n'a pas mis assez l'emphase dessus pour moi. Et surtout, c'est marquant, notamment dans la fin du chapitre. C'est-à-dire qu'on a le Loki qui devient, quand son père est pas là, du coup, son père est quasiment jamais là, qui devient un espèce de sale gosse qui essaye de se venger un peu du mal-être qu'il vit en pétant tout partout, en essayant de se faire remarquer et tout. C'est un truc intéressant à creuser, et on le met sur 2 pages, et on nous fait comprendre qu'en fait, il est tellement triste qu'il essaye de se foutre en l'air. Et il dit oh, « même la mort ne veut pas de moi ». C'est quand même un gamin qui essaye de se foutre en l'air parce qu'il est rejeté. Normalement, et il est rejeté depuis sa naissance. Je veux dire, la première chose que sa mère a fait, c'est de le balancer en enfer. C'est en enfer qu'elle l'a balancé. C'est fort, ce truc. Et là, c'est en 3 cases. Ça aurait peut-être mérité un peu plus d'emphase dessus, histoire qu'on prenne bien la mesure de ce qui se passe. Et là, ça passe en 3 cases, et en plus, c'est éludé totalement par la révélation d'après. Je parle bien sûr de Roxdy Xebec, qui débarque avec son équipage, avec Shiki le Lion d'Or, je crois que c'est ça. J'ai pas vu le film dans lequel il apparaît, ce mec-là. J'ai vu aucun film One Piece, d'ailleurs, de toute façon. Barbe Blanche et la meuf, je sais plus comment elle s'appelle, donc il débarque sur Elbaf. Et il y a la révélation, on en reparlera après, mais voilà, je vais le dire maintenant, la révélation qu'on voit son visage, et on apprend que c'est le père de Marshall D. Teach. Bref, donc, on a une scène qui est censée être super méga forte, pour moi, c'est-à-dire que le Loki essaye de se foutre en l'air. Je crois pas avoir déjà vu, alors c'est un futur Nakama, c'est affiché, je crois pas avoir déjà vu un des personnages essayer de se foutre en l'air comme ça. Je dis foutre en l'air pour pas me faire démonétiser, parce que les mots c'est compliqué, mais t'as compris. Ça aurait dû être le moment fort du chapitre, aurait dû être ça. Et je trouve qu'il est pas bien amené, et qu'il est pas bien traité non plus, et qu'il est un peu trop éludé dans la mise en scène. C'est-à-dire que j'ai dû relire plusieurs fois et regarder bien en détail pour comprendre pourquoi Loki décide de se foutre en l'air. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il fout la merde dans le royaume, dans le village, pendant que son père n'est pas là. Il y a son frère son demi-frère qui essaye de l'arrêter. Il fait ah, de toute façon, ta gueule, t'es pas le vrai fils légitime, nanana. Je comprends le délire, genre oui, au moins je peux me rattacher à ça. Toi, t'es pas le fils légitime, mais t'es aimé, et moi, je suis pas aimé. Voilà, en tout cas, il se sent pas aimé, parce que le père, il s'en est jamais occupé non plus, parce qu'il était trop occupé à se prendre pour Mère Teresa ou je sais pas qui. Ce qui peut se comprendre. Il dit bon bah c'est mon devoir de roi, donc je suis obligé de sacrifier un petit peu ma famille pour le bien du royaume. Sauf que il laisse un de ses fils avec sa mère, qui est aimante, aimable et tout, et l'autre il le laisse avec des despotes en fait. Il le laisse à son beau-frère. Il a pas détecté Harald que son beau-frère c'était un FDP aussi. Non, il n'y a pas de problème, donc il se fait donc maltraiter toute son enfance. On lui dit de couvrir ses yeux alors qu'en fait il voit très bien. Il y a tout ça, et donc il s'en prend à son frère, et il voit que les autres enfants qu'il a tapés, ils sont réconfortés par leur mère. Et quand il voit un enfant qu'il a tapé se faire réconforter par sa mère, là il se retient de pleurer,
Et tout de suite après, il se dit, de toute façon, je suis qu'une merde, personne m'aime. Même si je suis plus fort que les autres au moins ils sont aimés, donc je vais aller me foutre en l'air. Et j'ai dû fouiller pour avoir l'information. Ça aurait dû être un moment beaucoup plus important que ça. Et au final, non. C'est dommage, c'est pas anodin. C'est dommage de ne pas avoir un peu plus forcé là-dessus, je trouve. Et pareil, ça va tellement vite que on a l'impression que le Harald s'en bat les couilles de Loki. Vraiment, c'est-à-dire qu'il est en train de chialer pour sa femme, qu'il n'aimait pas en plus. Il est en train de chialer pour sa femme qui est morte. Et quand il voit son fils, oh salut Loki, ça va? Oh, t'as des bandages? Oh non, t'as des bleus? Ah, bah tiens, tenez-le, occupez-vous de lui, et moi je me casse. T'aurais pu prendre un petit congé paternité, je sais pas, quelque chose, pour passer du temps avec ton gamin. Un petit peu. Voilà. Autre chose sur la mère de Loki qui s'appelle, j'ai oublié son nom, la mère de Loki, Astrid? Non, je sais plus. Je crois que c'est ça. Pareil, oui, donc, sur Astrid qui meurt, t'apprends que la meuf, elle devient dépressive suite à se rendre vraiment malade suite à la naissance de Loki. Et pareil, ça aurait pu être un truc qui est traité, parce qu'en fait, il parle de quoi? Il parle, elle a fait une dépression postpartum, en fait. Bah, encore une fois, c'est un sujet qui aurait été super intéressant à traiter. Et non, c'est juste, en fait, c'est juste une connasse. Alors oui, c'est une connasse, mais il y avait peut-être moyen de rajouter un peu de nuance là-dedans, de faire quelque chose, peut-être que ça sera fait par la suite. Mais là, on la sort juste de l'histoire comme ça. C'est un peu fastoche, quoi. C'est-à-dire qu'on la sort de l'histoire, et en même temps, du coup, le Loki est persuadé que c'est lui qui est responsable de la mort de sa mère, et en même temps, il n'y a pas moyen de la faire, comment dire, aucune chance de rédemption, ou ne serait-ce que de la punir pour ce qu'elle a fait, si tu veux. C'est juste qu'elle meurt. Peut-être que c'est une manière pour elle de se punir, je sais pas. Mais ça aurait été intéressant d'explorer un peu plus ça. Non. Le lore avant tout. C'est-à-dire qu'on voit, on a du name dropping, genre ah oui, j'étais à la rêverie, oui, il y a un amiral qui est mort, il y a eu un meurtre, c'est un truc de fou, nanana. Et en fait, peut-être que si t'as du mal, c'est le Jarl qui dit ça, peut-être que si t'as le Jarl, pardon, si t'as du mal à avoir à vraiment faire des liens, bah c'est peut-être pas parce que t'as de mauvaise volonté, mais peut-être parce qu'il y a une puissance au-dessus qui t'en empêche. Il se trouve que, est-ce que tu as entendu parler de la Galera, je sais pas quoi, donc c'est très certainement l'ancêtre de ce qui est devenu la Galela Company aujourd'hui, qui date de Water 7, donc ça fait un bon 15 piges dans le monde réel. Ok, d'accord. Et il nous dit, ouais, il y a peut-être aussi des géants, une armée de géants antiques dans la glace. Ok, d'accord, mais il n'y a pas quelque chose de plus intéressant à raconter, si tu veux. C'est bien de name dropper du lore, machin, peut-être qu'on verra ça plus tard, mais il fait ça à chaque fois, il y a 150 000 trucs qu'on doit voir plus tard. Moi, ce qui m'intéressait le plus là-dedans, c'était Loki, et je suis désolé, on n'a pas vraiment eu de Loki. En tout cas, c'est traité, mais on aurait pu avoir un flashback à la Kuma, en fait. Et là, on n'a pas ça. En tout cas, pour le moment, encore une fois, il faut attendre, mais là, je parle du chapitre à l'instant T. Je peux pas dire... sinon, si je dis à chaque fois, ouais, mais peut-être qu'après, ça sera mieux, du coup, voilà, je dis rien, je ferme ma gueule. Peut-être que vous préférez que je ferme ma gueule. Mais dans ce cas-là, tous les autres aussi. Donc non, je ne fais pas ma gueule et je donne mon avis. Maintenant, il va falloir parler d'un truc. Encore une fois, ça va pas vous plaire ce que je vais vous dire, mais ok, on a la révélation de Xebec. Mais, ça rend pas le chapitre fou, en fait. C'est juste les dernières pages. Hey, il y a Xebec qui arrive et éventuellement, ça te hype pour le prochain. Tu vas dire, ah, dans le prochain, on va avoir des explications, on va connaître enfin l'équipage des Rocks et tout ça plus en détail. Personnage qui est teasé depuis presque une dizaine d'années maintenant. Et il y a un truc qui me saoule un peu aussi, c'est que la révélation importante, c'est pas son visage, la révélation importante. La révélation importante, c'est qu'il s'agit du père de Barbe Noire. Et ce truc-là est révélé pas dans l'histoire, il est révélé par le narrateur. C'est-à-dire qu'il y a le nom qui apparaît, et puis entre parenthèses, et en fait c'est le père de Teach. Est-ce que ça aurait pas été plus intéressant, et même d'un point de vue de lecteur, de découvrir ça en lisant, en fait, tout simplement. Genre, on aurait vu sa gueule, genre, oh, il aurait fait des théories fous, mais attends, mais c'est pas le père de Teach, je sais pas quoi. Bon, cette théorie existait déjà, il me semble. Mais non, c'est entre parenthèses. Je trouve que c'est un peu facile.
C'est comme si... je vais spoiler l'attaque des Titans. Vous n'avez pas vu l'attaque des Titans? C'est comme on disait, hey, Reiner et Bertholdt, entre parenthèses, le Titan cuirassé, le Titan colossal. Ou l'inverse. Bah, la révélation, elle est nulle. tu dis, ah, au moment où tu le lis, tu fais, ah, mais après, tu dis, merde, ça aurait pas eu plus d'impact de dire, en fait, à un moment donné, tu vois Rock, il fait, en fait, j'ai eu un gamin, je vais l'appeler Marshall. Tu refais, oh, ça aurait été mieux en termes de révélation, je trouve, que simplement une petite côte entre parenthèses. C'est dommage d'avoir lâché le truc comme ça. C'est comme si on avait fait pareil pour là, je parlais de Marineford il n'y a pas longtemps, c'est comme si on avait fait pareil pour Ace. Podcast, j'ai dit Ace, entre parenthèses, fils de Goldie Roger. Bah non, on l'a pas eu comme ça. On l'a pas eu comme ça, la révélation. On l'a eu autrement. Et c'était beaucoup mieux. C'était vraiment dans l'histoire. C'est pas le narrateur qui nous dit la révélation. C'est l'histoire qui dévoile la révélation. Voilà. Bon, maintenant qu'on a cette info que Xebec est le père de Barbe Noire, il va falloir en faire quelque chose. Voilà. Bon, est-ce qu'on partirait pas sur un délire de c'est que des fils d'eux qui accomplissent des choses dans le monde de One Piece finalement, ce qui irait un peu à l'encontre, je trouve, d'une certaine manière de l'esprit de base. Mais bon, on verra bien comment tout ça va être lié. On peut faire tout un tas de... C'est quoi son pouvoir de fruit du démon Est-ce qu'il en avait un déjà de base de fruit du démon? On ne sait pas. Voilà, donc il faut savoir que ce mec-là a buté un amiral. Il faut savoir que ce mec-là était le capitaine de Barbe Blanche, de Kaido, il me semble, hein, de Kaido et de Shiki machin. Donc le gars, c'était... voilà, il a fallu l'alliance de Goldie Roger et de Garp pour le vaincre, ce mec-là. Donc c'est The Big Villain. C'est pas le plus big de tous les vilains, mais c'est The Big Villain. Moi, ce que j'attends personnellement, parce que là, à part partir dans des spéculations, on peut pas faire grand-chose à partir de ça. Peut-être que c'était un méchant. Ça, il n'y a pas de doute dessus, je pense. Quand on voit Barbe Noire, on voit très bien qu'il est mal intentionné, ou en tout cas qu'il ne sert que son ambition propre. Mais j'ai l'impression que le Xebec, comme ça, c'est pas un méchant absolu un peu con. Tu sens que c'est un méchant qui sait des choses, qui a compris un truc. Comme ça, l'aura qui dégage, tu sens que c'est important le design. Dans One Piece, le design, il est important. Le fait que Barbe Noire, il soit gros et qu'il a vraiment une tête de pirate, il monte des chicots et tout, avec des bandanas partout et des bagousses partout, c'est pour montrer qu'il est ambitieux, avide, il a une ambition dévorante, si tu veux. Son père est pas comme ça. Son père, il est vraiment en mode badass, sombre, tatouage, voilà. Tu vois un vécu, tu vois que c'est un mec aguerri. Pour moi, ce mec-là, il a compris quelque chose, il doit être au courant de quelque chose, et pourquoi pas être au courant non seulement de l'histoire du siècle oublié et tout ça, mais aussi de l'existence du fameux One Piece, parce qu'on ne sait pas encore comment, il me semble, hein, peut-être que là je dis une connerie, parce que peut-être que c'est évoqué dans le... C'est peut-être évoqué dans le flashback de... Comment il s'appelle? De Oden, mais je ne suis pas sûr du tout, donc vous me corrigerez si je dis une connerie, je révise pas à chaque fois. Peut-être que c'est lui qui met au courant Roger pour le One Piece, tu vois. T'imagines? Peut-être que c'est même lui qui l'a trouvé en premier, peut-être que Roger c'est pas le premier à mettre la main dessus. On ne sait pas, imagine. Ce personnage-là, pour moi, il n'est pas là pour l'aura farming en mode hey, j'étais vraiment trop badass. C'est un mec important. S'il arrive maintenant, c'est qu'il doit nous révéler quelque chose qui pourrait potentiellement retourner l'histoire dans un autre sens. Si c'est juste pour le fanservice et en fait c'est le père de Barbe Noire, non, il faut que ce mec-là, tu le fais apparaître maintenant, à ce moment-là, en nous disant depuis des années on rapproche de la fin, on rapproche de la fin. Si tu nous le montres, faire des trucs. C'est-à-dire que le Xebec, on va le voir faire des choses avant Dragon. C'est pour te dire. C'est pour te dire. Donc, il faut qu'il nous révèle quelque chose d'important. À la fois sur Barbe Noire et sur toute cette histoire avec les dragons célestes et tout. Parce que pour moi, il n'est pas juste venu voler les fruits, il y avait autre chose. Pour moi, il y avait autre chose. L'histoire de l'île de... Je ne sais plus comment s'appelait cette île. J'ai oublié, mais t'as compris. J'ai oublié comment s'appelait cette bataille. Merde. L'île 2, j'ai oublié.
God Valley, l'incident de God Valley qui a vu s'affronter à la fois la marine, les dragons célestes, les pirates de Roger et les pirates de Xebec, donc, qui avait fini sur une bataille de fous et tout, là, ça on va peut-être la voir aussi, hein, parce que ça, là, le flashback qu'on a se passe forcément avant, parce qu'après, apparemment, il est mort. Donc très très curieux de voir la suite. Seulement, est-ce que le flashback, il est sur Loki ou il est sur Xebec? Le problème avec ça, encore une fois, il faut voir comment ça va tourner, mais à l'instant T, mon ressenti, c'est que c'est dommage, parce qu'en fait, faire apparaître Xebec là maintenant, bah ça a éclipsé l'histoire de Loki. Parce qu'en vrai, là, tu regardes même les reviews, je ne les ai pas regardé les reviews, mais je vois les reviews qui sont sorties, ils en ont plus rien à foutre de Loki, ils sont tous putain, Eric Xebec, vérité, l'homme le plus dangereux de One Piece et tout. Est-ce que t'as pas un peu détourné le truc? Moi, là-bas, je venais voir l'histoire de Loki, si tu veux. Là, maintenant, il y a Xebec. Bon, on peut imaginer que le Xebec, ça va être ce qu'est Shanks pour Luffy, ça va être ça, mais pour Loki. Donc, il va avoir un très mauvais modèle. Mais il va peut-être, en fait, je pense que ce qui va se passer avec Loki, c'est qu'il va y avoir Rox, Xebec, va avoir de l'intérêt pour Loki, et il va confondre ça avec de l'affection. Parce que le gars n'a jamais eu d'affection de sa vie. Et il va dire, ah, tu m'intéresses, petit, vas-y, donne-moi des infos sur ton île et tout. Ah ouais, toi, t'es bien, t'es fort et tout, tu vois. Et le gars fait, ah, mon papa, tu vois. Ce qui va être terrible. Si on part sur un délire comme ça, où à la fin, bon, on l'a déjà vu qu'il s'était pris une raclée avec Rox à un moment donné, mais tu vois que le gars, il avait une espèce d'attachement débile, enfin, compréhensif, avec Xebec, ça pourrait être super intéressant. Mais encore une fois, est-ce que c'est ça que tu vas nous raconter, ou t'es là pour nous faire saucer Xebec? Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est bien, c'est intéressant, mais je trouve qu'il y a quelques actes manqués. Je veux dire, il y en a quand même Loki qui essaye de se foutre en l'air, et on s'arrête pas plus que ça dessus. C'est tragique, un enfant qui veut mourir parce qu'il n'est pas aimé quand même. Faut peut-être le raconter un peu plus, ça. Voilà. Donc j'espère qu'on va arrêter d'être dans le lore, et qu'on va aller être un peu plus dans l'histoire. Voilà, parce qu'encore une fois, avoir une mythologie, c'est bien, mais ça fait pas un scénario. Donc j'aimerais bien qu'on commence à avancer un peu là-dessus, et qu'on ait quelques révélations qui nous permettent un peu d'éclaircir certaines choses. Voilà. Sachant que, bon, même s'il éclaircit certains trucs, il en restera encore 150 derrière à boucler. C'est compliqué. J'ai vu qu'il y avait des théories comme quoi ça serait aussi peut-être... Ça se trouve, c'est le demi-frère de Baggy, parce qu'il ressemble un peu avec la même pose. Et je pense que là, vous poussez le truc un peu trop loin, les frérots, là. Par contre, si c'est révélé que le Xebec, en fait, avait le même fruit que Baggy, là, ça peut être intéressant. Là, ça peut être cool. J'ai vu qu'il y avait des théories là-dessus aussi, parce qu'on voit, à un moment, il y a une montagne qui est tranchée. Ça pourrait être ça, mais en même temps, Mio qui fait pareil avec son épée, il n'a pas de fruit de démon. Donc, on verra. Bref, un chapitre riche, peut-être trop riche, au détriment de l'émotion, selon moi. Voilà. Je vous laisse le soin de me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Comme d'habitude, pouce bleu, like, abonnement. Je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Et normalement, cet été, ça devrait y aller là. Là, on va refaire du podcast, on va refaire des reviews d'animés. Vous inquiétez pas. We are back, comme on dit dans le jargon. Que la passion vous guide. À très vite. Oui.